Le 4 juin marque l'anniversaire du massacre de Tiananmen en Chine. 32 ans après, les familles des victimes demandent justice. Les deux économies les plus puissantes du monde envisagent de se doter de moyens de dissuasion nucléaire pour se faire face. La Chine prévoit de produire 1300 armes nucléaires d'ici 2030, alors que les États-Unis cherchent à injecter 22 milliards de dollars dans leur secteur nucléaire. Des milliers d'emails envoyés au docteur Anthony Fauci, membre clé du groupe de travail sur le coronavirus, ont été révélés. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Cette journée marque la date d'anniversaire du massacre de Tiananmen. Le 4 juin 1989, l'armée chinoise a ouvert le feu sur des étudiants non armés qui manifestaient pacifiquement pour revendiquer la fin de la corruption et une ouverture démocratique. De nombreuses personnes sont mortes ce jour-là. Aujourd'hui encore, les familles des défunts réclament la vérité sur le sort qui a été réservé aux victimes. En ce 32e anniversaire du massacre de la place Tiananmen, les maires de Tiananmen, une organisation constituée des membres de familles des victimes, ont publié une lettre ouverte en insistant sur le fait que le PCC ne peut nier sa responsabilité. L'organisation déclare « Le 4 juin 1989, l'armée du PCC a déployé des chars et des soldats pour massacrer des étudiants et des civils dépourvus d'armes. 32 ans plus tard, nous ne pouvons pas leur rendre hommage publiquement ou avoir recours à la justice, mais pire encore, certains jeunes refusent d'admettre cette vérité en raison de la censure de l'information. Le PCC ne peut nier sa responsabilité. Si le PCC tient à son slogan « Diriger le pays par la loi, donner le pouvoir au peuple », il est impératif que la tragédie du 4 juin soit abordée avec sérieux. Nous réclamons la vérité, la compensation et la justice. La Chine et les États-Unis cherchent tous deux à se doter de moyens de dissuasion nucléaire pour se faire face. Alors que l'idée d'une guerre plane sur les deux nations, la Chine pourrait potentiellement produire 1300 armes nucléaires d'ici 2030, tandis que les États-Unis cherchent à injecter 22 milliards de dollars dans leur propre secteur nucléaire. L'éventualité d'une guerre avec les États-Unis semble persister dans l'esprit de Pékin. Le journal d'État chinois Global Times a récemment déclaré que le régime doit se préparer à une épreuve de force intense entre la Chine et les États-Unis. Ces commentaires font suite à un discours prononcé par le directeur de la politique Indo-Pacifique des États-Unis. Et dans un contexte d'intensification des relations entre les États-Unis et la Chine. Mercredi dernier, le directeur Kurt Campbell a déclaré que les États-Unis ont fini de coopérer avec la Chine. I think we believe that the best way to engage a more assertive China is to work with allies, partners, and friends. I think we all acknowledge that the period that was broadly described as engagement has come to an end. Selon le Global Times, alors que l'endiguement de Pékin par les États-Unis s'intensifie, la Chine se tournera vers la dissuasion nucléaire. Faisant la lumière sur l'objectif de Pékin, le journal a déclaré « Le nombre d'ogives nucléaires de la Chine doit atteindre la quantité qui fera trembler les élites américaines ». Mais ce ton ferme ne donne peut-être pas une image exacte de la situation. En réalité, les capacités de la Chine en matière de missiles ne sont peut-être pas celles qu'elle veut faire croire face au monde. Un récent rapport d'une université dépendante de l'US Air Force a souligné que si l'industrie chinoise des missiles a connu des améliorations, celles-ci sont surtout incrémentales. Les progrès sont principalement mesurés dans un contexte chinois et il est donc probable que la Chine ait du retard sur ses concurrents. Selon le rapport, au cours des 20 dernières années, la Chine n'a réalisé des percées que lorsqu'elle a mis la main sur des technologies étrangères. Cela s'explique par le fait que l'industrie chinoise des missiles est également confrontée à des obstacles pour attirer et retenir les talents. Le secteur est frappé par des problèmes tels que de bas salaires et des conditions de travail difficiles pour les scientifiques. Quoi qu'il en soit, la Chine possède toujours une grande quantité d'armes nucléaires dans son inventaire. Un article de l'université de Princeton prévoit que la Chine pourrait disposer de 1300 armes nucléaires d'ici 2030. Cette évolution n'est peut-être pas passée inaperçue au Pentagone. L'US Air Force cherche à contrer la puissance nucléaire de la Chine en investissant 22 milliards de dollars dans ses propres capacités nucléaires. Dans sa demande de budget pour 2022, elle a réaffirmé que la dissuasion nucléaire permet aux États-Unis de négocier en position de force. Des milliers d'emails envoyés au docteur Anthony Fauci, membre clé du groupe de travail sur le coronavirus, ont été révélés, ceci alors que les appels se multiplient pour enquêter sur les origines du virus. Des milliers de pages de courriel du Dr Fauci, obtenus par BuzzFeed News et le Washington Post, ont été publiés en vertu de la loi sur la liberté d'information, faisant ainsi la lumière sur les premiers jours de la pandémie. Fauci a notamment déclaré dans plusieurs courriels qu'il n'était pas muselé ou censuré par l'administration Trump.
Cela va à l'encontre de certaines inquiétudes et de certains rapports qui craignaient que le responsable de la santé soit incapable de dire la vérité sous l'ancien président Trump. Fauci a démenti cette affirmation. Nous pouvons également voir que Fauci recevait des rapports sur la dissimulation potentielle de la Chine dès la mi-mars 2020. Un courriel d'un physicien exprime des inquiétudes sur le fait que la Chine trompe le monde sur la gravité du virus et sur leurs chiffres de mortalité. L'Institut national de la santé, ou NIH, a accordé une subvention de 600 000 $ à EcoHealth Alliance. Ce groupe a ensuite payé l'Institut de virologie de Wuhan pour étudier si les coronavirus des chauves-souris étaient à même de transmettre l'infection à l'homme. Fauci a précisé que la subvention ne finançait pas la recherche sur le gain de fonction. Ce terme évoque des expériences visant à accroître la transmissibilité des agents pathogènes. The NIH and NIAID categorically has not funded gain-of-function research to be conducted in the Wuhan Institute of Virology. Dans un courriel adressé au principal directeur adjoint du NIAID, Fauci a demandé un appel urgent au sujet du document décrivant la recherche sur le gain de fonction des coronavirus. Dans un autre courriel datant de janvier 2020, le virologue Christian Andersen a évoqué la possibilité qu'une petite partie du génome du virus semble potentiellement modifiée. Andersen et ses collègues ont trouvé le génome incompatible avec les attentes de la théorie de l'évolution, mais ont ajouté qu'ils devraient examiner cette question de plus près. Cette série d'emails fait surface alors que de nombreux médias reviennent sur leurs affirmations précédentes, selon lesquelles l'idée de la fuite du laboratoire serait une théorie du complot. Certains journalistes et médias ont dit qu'ils n'avaient pas tenu compte de cette théorie parce que les républicains et Trump l'avaient évoquée. Aujourd'hui, les autorités disent qu'elles n'excluent pas la possibilité que le virus se soit échappé d'un laboratoire de Wuhan, et ils ont lancé une enquête sur les origines du virus. 3 articles inédits rédigés par des étudiants de 3e cycle apportent un nouvel éclairage sur l'origine de la pandémie. Ces articles ont été rédigés par les étudiants d'une virologue de Wuhan, Shi Zhengli. Elle est directrice du Centre des maladies infectieuses émergentes à l'Institut de virologie de Wuhan. C'est ce laboratoire qui est au centre de la controverse sur la pandémie. En raison de ses recherches sur les coronavirus issus des chauves-souris, elle a été surnommée la Batwoman de Chine. Les articles de 3e cycle ont été rédigés en 2014, 2017 et 2019. Selon des déclarations d'experts au journal français Le Monde, certains d'entre eux estiment que le contenu des articles contredit les déclarations antérieures du laboratoire de Wuhan. Ils ont soulevé plusieurs questions. D'abord, combien d'échantillons de coronavirus le laboratoire conserve-t-il exactement? La réponse remonte à 2012. À l'époque, 6 travailleurs ont été malades dans le sud-ouest de la Chine après être entrés dans un atelier de cuivre abandonné. Leur maladie semblait similaire à une infection de type SRAS. Elle a tué 3 d'entre eux. C'est à ce moment-là qu'on s'est demandé si un coronavirus issu de la chauve-souris était en cause. Le laboratoire de Wuhan a admis plus tard au magazine Nature qu'il avait envoyé une équipe pour collecter 9 coronavirus de type SRAS à cet endroit. L'un d'entre eux possède la séquence génomique connue comme la plus proche du virus Covid-19. Les documents de 3e cycle montrent qu'au moins un autre coronavirus est également stocké dans le laboratoire de Wuhan, mais l'installation n'avait jamais révélé son existence. Les questions se poursuivent avec une demande de clarification du magazine Nature. À l'époque, les chercheurs du laboratoire de Wuhan ont affirmé avoir prélevé 13 échantillons de sang sur les travailleurs malades, mais n'avoir trouvé aucune trace de coronavirus. Par conséquent, ils avaient supposé qu'il s'agissait d'une sorte d'infection fongique, mais l'article de 3e cycle de 2014 indiquait clairement que l'équipe du laboratoire avait prélevé 30 échantillons de sang et non 13. Il a également confirmé plus tard que les travailleurs étaient infectés par un coronavirus, une souche jamais vue à l'époque. Quant à la dernière question, une autre incohérence apparente semble suggérer que le régime chinois a tenté de dissimuler des détails critiques sur les souches de virus liées au virus du PCC ou Covid-19. Selon la Batwoman Shi Zhengli, l'équipe du laboratoire de Wuhan a été la première à identifier la séquence génomique la plus proche du virus Covid-19. Elle a été appelée RATG13. Elle est maintenant considérée comme l'origine proximale du virus Covid-19. Mais quelques semaines après l'identification de RATG13, un scientifique italien a découvert qu'une partie de sa séquence génomique avait déjà été publiée par le laboratoire de Wuhan en 2016, mais à l'époque, il avait reçu un nom différent, RA4991. En juillet dernier, Shi Zhengli a confirmé dans une interview au magazine Science que les 2 séquences génomiques font référence au même virus.
Elle a affirmé que les chercheurs du laboratoire de Wuhan avaient changé son nom de RA4991 à RATG13 en 2020. Mais un virologue du CNRS, Étienne de Crolly, affirme le contraire. Il a découvert en se basant sur les articles de 3e cycle que les deux séquences virales ne sont en fait pas identiques, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas du même virus. La principale différence, la possibilité ou non pour le virus d'infecter le corps humain. Le laboratoire de Wuhan n'a pas répondu à la demande de commentaires du journal français Le Monde. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.